Salut tout le monde, bienvenue dans Starter Go, ravi de vous revoir après une petite absence. J'avais envie de vous parler d'une voiture qui vient d'être présentée, une voiture de course. Enfin, je sais pas si on peut vraiment appeler ça une voiture de course parce que ça sort des codes. Je veux parler de cette nouvelle voiture de Peugeot, la 9X8. Ouais, je sais, même le nom n'est pas commun. C'est une voiture qui est totalement radicale, qui sort des codes, qui est vraiment une voiture inhabituelle. C'est limite une voiture de série. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, si vous n'avez pas vu cette nouvelle Peugeot 9X8, bah là, voici en image. Admettez qu'elle est vraiment incroyable. Elle a un style exceptionnel. Un dessin pour une voiture de course, une voiture qui répond au règlement hypercar, qui répond vraiment à ce nouveau règlement. Et très honnêtement, c'est de la part de Peugeot, c'est réussi. On va être direct, ils nous ont surpris. Et donc, cette Peugeot 9X8, ouais, c'est bien simple, même j'ai du mal à lire. On va quand même en parler, en rentrer un peu dans le détail. Parce que surtout, il faut dire que Peugeot présente ce nouveau prototype d'endurance après un départ chaotique en janvier 2012, où on s'en souvient, ah bah tu m'étonnes. On présente une nouvelle voiture technologie hybride et en même temps, on s'en va. Ah, ça, c'est sûr, tu peux pas gagner les 24 heures du Mans et fermer des usines à côté. C'est impossible. Donc, Peugeot 9X8, hein, c'est ton nom, je le répète encore une fois parce qu'il faut vraiment s'y habituer. D'ailleurs, ce nom, le 9 pour la série Endurance de la gamme Peugeot, le X qui veut représenter la transmission intégrale et hybride de la voiture, et le 8 pour se rapprocher des voitures de série 208, 2008, 3008. Ça, c'était pas si compliqué à comprendre et surtout le nom 908 est déjà pris. Et la 9X8 est surtout le quatrième genre de véhicule d'endurance que Peugeot nous propose. Après les 905 au début des années 90, les 908 HDI FAP, 908 et hybride 4 qui ont été proposés à la dernière participation du constructeur dans le championnat du monde d'endurance. Championnat du monde auquel ils n'ont jamais participé en plus. Enfin, si, ils ont fait l'intercontinental Le Mans Cup, mais c'est le seul. Il faut savoir que Peugeot avait quand même fait le forcing pour avoir un vrai championnat du monde. Et derrière, comme je vous l'ai dit, ils sont partis. Et surtout, il ne faut pas oublier une chose, Peugeot, c'est pas des débutants, bien sûr, en endurance. C'est quand même 3 victoires aux 24 heures du Mans, en 92 et 93 avec la 905. La dernière date de 2009 avec la 908. Et franchement, ça fait plaisir de revoir Peugeot revenir en endurance. Surtout dans cette série hypercar qui attire beaucoup de monde. Ah bah ça, c'est sûr. Ça fait plaisir aussi pour le champion du monde d'endurance, le FIA WEC, de voir qu'il y a beaucoup de candidats qui reviennent. On a déjà Toyota, on a Gilkenos, Peugeot montre ses armes. Il n'y a plus qu'à attendre les autres. Les Porsche, Audi, Ferrari, BM. Et plus, on l'espère. Alors, la voiture, comme je le disais, elle est totalement radicale. Elle est vraiment bien différente des autres hypercars que l'on a avec la Toyota GR010 ou la Gilkenos. Elle, est, elle a vraiment son style. Limite, on est vraiment dans. Je voudrais bien dire absurdité, mais c'est pas le cas parce que c'est tellement très bien pensé de la part de la marque de Sochaux. Elle a son style, ça c'est sûr. Elle a un style totalement radical. Je me répète, hein, parce que il n'y a pas d'autre mot, parce que limite, ça me fait penser un peu à la Delta Wing qui avait participé au Mans il y a quelques années, et aussi à la Nissan GTR Le Mans, vous savez, avec son moteur à l'avant, qui disait même à l'époque on pouvait se passer d'un aileron arrière. Tu m'étonnes, elle a fait un, d'ailleurs, sur le coup, Nissan a fait plus de communication qu'autre chose, hein, on va pas se mentir, hein, la GTR LM a été totalement ratée. Et franchement, on voit quand même que Peugeot, je le répète encore une fois, fait dans le différent, parce que déjà, cette voiture, elle a un design très reconnaissable, avec déjà cette nouvelle identité visuelle de la marque Olion, les trois griffes repris dans les feux avant et arrière. Ce logo Peugeot qui reprend celui des années 60 qui vient de revenir. Et comme je le disais, cette voiture, quand on la regarde, on s'attend pas à avoir une voiture de course. Limite, on s'attend, enfin, c'est moi qui le dis, hein,
On s'attend à voir une voiture de série. Bah, c'est improbable déjà de voir une hypercar qui est faite pour la route, c'est impossible. Attends, mais c'est une Toyota GT1 de route ça. Ah bah c'est vrai que quand on voit cette 968, limite on pense au règlement technique du FAO qui disait faut que les voitures soient aussi des voitures routières. Et c'est vrai que cette Peugeot ne déroge pas à cette règle. Bon, dans les médias, on n'aura pas de voiture pour la route, mais il suffit de remplacer aux anciens règlements GT1 qui disaient qu'il fallait un minimum de voitures de route pour homologuer. Donc c'est pour ça. La Toyota GT1 est un très bon exemple, comme les Porsche GT1, les Mercedes CLK LM. Vous voyez, il y a plein d'exemples et je pense que le concept de Peugeot qu'on a devant avec cette 968, on se rapproche un peu de cette idée et limite c'est la voiture qui répond le mieux en règlement hypercar. Parce que quand on regarde la Toyota, ça ressemble plus à l'ancienne LMP1, on est à Glyconos. Pareil, c'est plus ou moins une LMP1 hein, avec un avant très inspiré Ferrari, puisque Glyconos est un grand fan du Ferrari, et que quand on regarde la gamme Glyconos, on a beaucoup d'inspiration du Ferrari, surtout le nom de la Glyconos P4. Et franchement, Peugeot, c'est bien simple, ils nous ont pas pondu une voiture de course, ils nous ont pondu une voiture de route pour la course. Voilà, ils n'ont pas fait l'inverse. Et très honnêtement, c'est très réussi. Parce qu'il faut savoir que cette 9X8, il y a une collaboration rapprochée entre déjà la partie motorsport, Peugeot Sport, et le département design stylistique de la marque. Que ce soit extérieur bien sûr, et surtout en intérieur. Parce que le poste de pilotage intègre le iCockpit qui est la signature de l'habitacle du constructeur. Alors ça d'ailleurs, je ne sais pas comment ils arrivent à le faire, mais déjà, l'intérieur d'une voiture de course est très compliqué à mettre en place, surtout une voiture d'endurance quand on a plusieurs caractères de pilote. Ils veulent avoir ci, ils veulent avoir ça, les commandes sur le volant, de ce qu'ils peuvent avoir sur le dash. C'est très particulier en plus d'avoir amené carrément comme le iCockpit qui vient de la série dans une voiture de course. C'est très intéressant, c'est inhabituel. Et ça, franchement, c'est encore bien réussi de Peugeot qui, comme je vous le dis, répond vraiment à ce règlement hypercar qui est dans ce prototype qui est vraiment inhabituel. Et je sais de quoi vous voulez que je parle, vous inquiétez pas, je vais y venir. Je vais y venir, ce détail qui m'a choqué. Et à mon avis, je suis pas le seul. Si ça choque personne, je comprends pas. Cette Peugeot 9X8, on va quand même rentrer dans le détail de ses organes, surtout avec son moteur hybride, thermique et électrique. Déjà, le moteur thermique, c'est un V6 biturbo de 2,6 litres, ce qui représente quand même 433 cm3 de cylindrée par cylindre, ce qui est très inhabituel. Il développe 500 kW, ce qui représente 680 chevaux. Vous allez comprendre pourquoi je parle en watts. Ce moteur V6 est relié à une boîte de vitesse séquentielle à 7 rapports. C'est du classique, hein. Il n'y a rien de surprenant. Peut-être sa cylindrée, hein. C'est inhabituel d'avoir un moteur de 2,6 litres. Et surtout, ce moteur thermique, il va servir à l'accélération de la voiture. On aurait pu penser que le moteur électrique en face ait ce rôle principal d'accélération. Et non, ça sera le thermique. Remarquez, mieux vaut avoir un moteur thermique, surtout dans ce que Peugeot a préparé, ce qui est très intéressant. Vous allez comprendre. Le moteur électrique, je vais en parler, il développe 200 kW, ce qui représente 268 chevaux. Donc, couplé avec le moteur thermique, on approche 700 kW de puissance, ce qui représente à peu près 900 chevaux. C'est beaucoup quand même. Ce moteur électrique, il est placé à l'avant des voitures. Les batteries pour alimenter tout ce système, il développe 900 volts. Il a été développé en interne, bien sûr, par Peugeot Sport. En collaboration aussi avec Total Energy, nouveau nom de Total, hein, pour ceux qui n'auraient pas vu ça. Et aussi avec la société Saft, qui est spécialiste dans les batteries. D'ailleurs, il y a un truc aussi quand on regarde la fiche technique, c'est le montage de la batterie qui se rapproche un peu de celui qu'on voit en Formule 1. En Formule 1, les accus, la batterie, hein,
sont montés en dessous du pilote. Ici, on n'en est pas très éloigné puisque les accus sont sous le réservoir du carburant. Rassurez-vous, ils sont protégés dans un caisson en carbone et bien sûr toujours au dos du pilote. Vous voyez ce que je veux dire. Il y a une chose intéressante dans la fiche technique, c'est que la batterie, cette batterie sera chargée à 100% avant le départ de la course. Ouais, comme si vous, pour ceux qui ont une voiture électrique ou hybride, c'est comme si vous branchez votre voiture sur le chargeur, sur une borne, vous chargez à 100%, vous débranchez et vous partez. Voilà. Le seul moment où cette batterie sera rechargée en course, ça sera via l'énergie cinétique des freins avec un type de MGUK, pas confondre avec le MGU-H qui lui est plutôt intégré sur un moteur par le turbocompresseur. C'est juste en freinant, l'énergie perdue du freinage sera ainsi récupérée et ça va permettre de recharger la batterie en course. Le système intégral qui est représenté par le X sur la signature de la voiture, bien sûr ça sera avec le moteur thermique et électrique associé. Le moteur thermique est relié sur les roues arrière, le moteur électrique sur les roues avant, donc système intégral. Et chose intéressante, quand la batterie est carrément à vide, à plat, tel un iPhone, le moteur thermique repasse à 100% de sa puissance. Ça veut dire que la voiture redevient une propulsion. Bien sûr, c'est très intéressant. Je vais vous dire une chose, j'ai pas regardé dans le détail les anciennes MP1, les Toyota, les Porsche, tout ça, et même les Audi, de ce qu'ils proposaient avec leur système 4 motrices. Mais c'est quand même intéressant déjà que le moteur thermique et électrique vont se partager, bien sûr, la puissance totale en course et que le moteur thermique peut redevenir utilisable à 100% si le système électrique ne fonctionne plus du tout. C'est très intéressant. Et surtout, bon, bien sûr, repasser en propulsion, bon, ça c'est les pilotes, ils sont bien habitués, il n'y a pas de souci dessus. C'est très intéressant quand même dans la technique de voir ça. Ça sera à suivre après. Comme je vous dis, moi j'ai pas regardé encore dans les. Je vais pas y revoir dans les autres techniques, les autres voitures à l'MP1, même la GR010, ce qui est proposé pour les systèmes électriques hybrides et thermiques. Mais n'empêche, c'est pas commun que de communiquer là-dessus. Le programme de course, quand même, il faut en parler. La première course prévue avec 2 voitures, bien sûr, ils ne vont pas venir les mains vides, est confirmée pour 2022. On ne sait pas encore quand et à quelle course ils vont débuter. De toute façon, le calendrier 2022, on ne connaît pas du tout dans l'immédiat. Et surtout, le programme Peugeot est confirmé jusqu'en 2025. Sachant que le règlement de la CO, le règlement technique sportif, est gelé sur 5 ans. Et pour rappel, Peugeot a 6 pilotes déjà pour la composition de ces 2 voitures. Jean-Éric Vergne, Loïc Duval, Kevin Magnussen, Michael Jensen, Gustavo Menezes et Paul Di Resta. James Rossiter étant pilote de réserve et simulateur. Et bien sûr dans le détail, on ne sait pas comment seront répartis les équipages. Et puis surtout, il faut parler de ce qui est de cette voiture, de ce qui fait sa signature, et de ce que même Peugeot communique dessus. Où est passé l'aileron arrière? Il est où? C'est pas un oubli. Ils l'ont carrément supprimé. Et c'est bien simple, comme je le dis, c'est vraiment la première chose qui marque quand on a vu ou quand on voit la voiture pour la première fois. Il n'y a pas d'aileron à l'arrière. Limite, on pourrait se dire, allez, il y a juste un petit spoiler intégré dans la carrosserie, c'est tellement bien dessiné. Non, il n'y a pas d'aileron, point barre. Pas d'aileron arrière. D'ailleurs, l'absence de cet aileron arrière, c'est carrément assumé parce que je vais reprendre les propos de Olivier Jansoni, qui est le directeur technique du programme Endurance de Peugeot Sport. Je reprends ses propos quand il dit: c'est passionnant car c'est à nous d'inventer, d'innover et de trouver des opportunités de générer de la performance hors des schémas classiques. Dessus, il n'a pas tort. Quand on voit la voiture, on ne peut pas faire autrement. Je continue. Cela a été notamment le cas pour l'aérodynamique. Le règlement nous autorise à avoir un seul élément aérodynamique ajustable, sans qu'il soit précisé que ce doit être l'aileron arrière. C'est vrai que le règlement technique d'un championnat est très important.
Parce que quand même, il faut le dire, la plupart du temps, quand vous voulez faire une voiture de course, il faut lire un règlement qui est épais à peu près comme ça. Pour simuler, hein. Donc, le temps de lire tout ce qu'il y a dedans, de lire entre les lignes, de savoir où est-ce qu'on peut vraiment tricher ou on peut pas tricher, je peux vous dire, ça prend beaucoup de temps. Donc, cette idée vraiment de se, de se passer de cet aileron arrière, c'est vraiment une grosse lecture et une grosse interprétation de ce règlement technique. Le règlement technique qui vient de se pendant. Il n'a pas supporté quand il a vu qu'il n'y avait pas d'aileron, voilà. Je vous en parlerai de ce bouquin de ces quatre. Alors bien sûr, la question est de savoir où est cet élément aérodynamique ajustable, hein, parce que est-ce qu'il est présent sur la voiture surtout? C'est ça la question. Est-ce qu'il est sous nos yeux? Est-ce qu'on peut le voir? Ou alors est-ce qu'il est dans la carcasse de la voiture? On ne sait pas. Pour l'instant, on n'en sait rien. Et surtout, il y a une question qu'on peut se poser. Est-ce que s'il n'y a pas d'aileron arrière, est-ce qu'il n'y aurait pas de l'effet de sol sur cette voiture? Un peu comme les Chaparral ou les Lotus F1 dans les années 70-80. Eh bien, selon Johnson, oui. Et il y a même d'autres solutions qui sont encore cachées dans les médias, mais qui, je pense, seront dévoilées au fur et à mesure. Mais ouais, c'est intéressant de se dire que la voiture est totalement basée sur l'absence de l'un des plus grands éléments aérodynamiques le plus important dans l'histoire du sport auto. Parce que c'est vrai que l'aileron arrière, les ailerons surtout, quand ils ont été intégrés dans le sport automobile, ça a été une aventure de fou. Un de ces quatre, ça aussi, je vous en parlerai, mais c'est vrai que se dire, finalement, ça fait 50 ans qu'il y a des ailerons, on fait une voiture où on se passe de cet élément, on se concentre sans cet élément, c'est un pari. Et je peux vous dire que si le pari est raté, ah bah la voiture est complètement ratée. Autant être direct. Imaginez, le concept est bon, la voiture marche sans aileron. C'est l'un des plus gros risques qu'on aura jamais pris. Par contre, si la voiture ne marche pas, faut repartir de zéro parce que la voiture, bien sûr, elle est repartie d'une feuille blanche, elle va repartir de zéro. Mais si le concept ne marche pas, enfin, franchement, ce que je souhaite à Peugeot, c'est que cette solution, cette idée, elle fonctionne. Bien sûr, les premières courses, je ne pense pas qu'on verra bien Peugeot dans les premières lignes, aux avant-postes. La voiture, bien sûr, il va falloir qu'elle se fasse. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il faut attendre un peu de Peugeot pour la suite? Déjà, la voiture en elle-même, elle va évoluer parce que celle qu'on voit pour la publicité, dans les vidéos de présentation, et même qui sera exposée dans le prochain week-end de Monza et aux 24 heures du Mans, c'est pas la vraie voiture. Ah non, c'est pas la vraie voiture. C'est juste un démo-car et un show-car. C'est juste ça. C'est pour vous dire, voilà, on revient au Mans, voici la voiture. Mais c'est pas la vraie. Non, le vrai prototype, en fait, il sera monté que pour l'automne. Ça nous laisse de la marge quand même. Parce que quand on enregistre, on est quoi? Début juillet. Donc, si vous regardez cette vidéo au mois d'automne, vous allez vous dire, bah, qu'est-ce qu'il raconte la voiture, ça y est, elle est montée, elle roule, tout ça. Non, au moment où j'enregistre, la voiture vient d'être présentée. La voiture qui vient d'être présentée, c'est un show-car. C'est pas la vraie à 100%. Bon, 99,9991, mais voilà. Surtout, le montage du premier prototype, s'il est prévu pour l'automne, le premier roulage, il est prévu pour l'hiver. Et comme je vous le disais, la composition des équipages dans les médias, il n'est pas encore connu. Par contre, ce qui est déjà bien avancé, c'est le moteur. Le moteur thermique, lui, ça fait longtemps qu'il tourne sur le banc d'essai, depuis le mois d'avril même. D'ailleurs, Peugeot a même annoncé qu'une évolution technique est en cours de montage, donc il ne chante pas là-dessus. Par contre, là où il pourrait prendre un peu de retard, ce qui est un peu inquiétant, je dis bien inquiétant, c'est la partie électrique. Tous les moteurs électriques, les batteries, ça c'est encore en phase de montage. Ça, je dis que c'est un peu inquiétant parce que, bien sûr, je vais encore revenir sur la crise sanitaire, j'arrête pas d'en parler dans mes vidéos, mais il faut savoir qu'il y a une pénurie de composants conducteurs et semi-conducteurs. Ça impacte tout le secteur automobile, informatique et tout ça.
Donc déjà, ça peut ralentir la phase du montage de la partie électrique. Et puis surtout, je sais de quoi je parle, tout ce qui concerne les batteries, la connectique, c'est très compliqué à avoir. Ah bah là déjà, rien que pour une voiture de série électrique hybride, on parle de 48 volts. Déjà, la connectique, c'est très compliqué à avoir et surtout à monter en atelier, je vous confirme. Alors pour du 900 volts, c'est tendu. Et je pense que là-dessus, Peugeot pourrait prendre un retard. Mais faut pas oublier une chose. Déjà, le programme Citroën Racing en WRC, bon, il a été arrêté. Il y a DS Performance qui est engagé avec Team Cheetah en formule électrique. Donc, on va dire que ça peut aider. Mais n'empêche, on peut être un peu pessimiste sur cette question. Mais bon, faut pas oublier que, comme je l'ai dit en début de vidéo, Peugeot Sport travaille avec Total Energy, avec Saft. Ça peut aider. Ensuite, bien sûr, il y a la réponse des concurrents, les actuels et les futurs, hein, parce que Toyota et l'Equinox, bien sûr, ils diront bienvenue, à bras ouverts, bien sûr, venez, il n'y a pas de souci, on va se fighter. Et puis surtout, on attend la réponse de Porsche, de Audi, qui eux seront LMDH. Pour rappel, LMDH, c'est le Mans Daytona Hypercar. Et LMH, comme Peugeot et Toyota, c'est le Mans Hypercar. C'est pas pareil. C'est des voitures d'endurance avec deux philosophies différentes. Et puis surtout, on attend aussi Ferrari, BMW, peut-être même Alpine, hein. Vu qu'ils sont là avec une LMPA Rébellion, qui vous dit qu'ils veulent pas continuer avec une hypercar. Par contre, j'ai du mal à imaginer une Alpine A110 hypercar. Hein, c'est... Moi, je vois la A110 tous les jours, mais en hypercar, j'ai un doute. Et surtout que Alpine, les futures voitures de série sont pas près d'arriver. Même la Renault 5 Alpine électrique, elle n'est pas encore prête d'arriver. Bien sûr, qu'est-ce qu'on peut aussi attendre dans ce programme de Peugeot? Bien sûr, c'est le soutien du gros groupe Stellantis. Il va être important, ce soutien. Surtout, ils vont pas faire semblant. Et puis, il y a aussi d'autres questions. Est-ce que cette voiture sera ouverte à la compétition cliente? Bien sûr, rien n'est fermé. Parce qu'il faut aussi se souvenir que dans le passé, Peugeot, avec les 908 HDI FAP et 908, ils ont fait la compétition cliente, puisqu'on a vu les anciens modèles chez Oreca, puisque Oreca a gagné les 2 heures de Sebring avec la 908, et aussi chez Pescarolo Sport. Donc, peut-être qu'on pourrait avoir des équipes roulées avec cette 9X8 en tant que privé. Ce qui pourrait être pas mal. Ça pourrait vraiment nous garnir à la grille. Et peut-être ça pourrait être un plan B si Peugeot dit bon voilà, on arrête les frais. Pourquoi pas? Après, dans les médias, on espère que Peugeot ira au bout de son projet, au bout de 2025. Et surtout que la bataille soit belle. Et surtout, moi j'ai hâte de voir cette voiture en piste. Peut-être que vous aussi vous avez envie d'avoir cette 9X8, cette 9x8, 9x8, 72. Attends, 72, c'est la sorte ça? Coïncidence? Je ne pense pas. Mais enfin, j'espère que vous aussi vous avez vraiment envie de voir cette voiture en piste. Donnez votre avis sur cette voiture. Qu'est-ce que vous attendez de Peugeot? Si vous êtes vraiment chaud pour voir cette grosse bataille avec Toyota et les autres. Surtout n'hésitez pas à vraiment commenter la vidéo, à la partager. Et bien sûr à suivre Starter, que ce soit sur YouTube ou sur Twitter. Viendez, on est nombreux. Enfin j'espère. En tout cas, merci à vous, bravo et à bientôt.